Bonjour à tous, nous sommes Kitri et Océane et nous partageons avec vous une interview d'Aurélien Barraud, astrophysicien et docteur en philosophie. Sont évoqués avec lui les liens entre science, poésie et beauté. On écoute tout de suite l'interview dans son intégralité. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter cette interview, du coup sur la poésie et la beauté? Oui, c'est vrai que j'ai tendance en ce moment à refuser un peu toutes les sollicitations pour me recentrer sur mon travail et m'échapper un peu du piège médiatique, image, télé-radio. Mais bon, il y avait beauté, il y avait poésie, il y avait physique dans le titre, alors c'était juste pas possible de dire non. Voilà. Merci. Donc une question qui est très en lien avec notre festival, c'est tout simplement, est-ce que vous lisez de la poésie? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous raconter éventuellement votre premier souvenir lié à la poésie? Oui, en effet, je lis de la poésie. J'espère même parfois réussir à en écrire un peu. Je crois que mon premier choc littéraire de nature poétique, c'était vraisemblablement avec François Villon, la ballade des pendus. Frères humains qui après nous vivaient, n'ayez contre nous les cœurs endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu, on aura plutôt de vous merci. Donc ça, je pense que c'était entre 12 et 14 ans, comme ça, c'est un moment où on se rend compte que le langage est plus que sa réduction à son usage instrumental, comme disait Ferdinand de Saussure. Alors aujourd'hui, je lis de la philosophie contemporaine, en particulier un ami à moi, Jean-Philippe Casier, que je trouve extraordinairement précis comme ça dans son utilisation, son exploration des linéaments du langage. Et puis dans les classiques du XXe siècle, je suis un fan de Jean Genet. J'ai mis en scène et interprété le Condamné à mort de Genet à l'UGA l'année dernière, donc, et récité d'ailleurs, c'est un texte. Maintenant, parfois, voilà, je me lave et je récite un passage du Condamné à mort, et je me dis que même si le monde va mal, il y a de la grâce. Voilà. Et ça rassure d'exister. Je me demandais si pour vous il y avait un lien entre la poésie et les sciences. C'est quoi la poésie? C'est ça finalement la question qu'il faut se poser. La poésie, c'est pas une fleur blanche comme ça qui est en train de flotter sur une rivière. C'est pas ça du tout la poésie. La poésie, à mon avis, c'est une seule chose, c'est la précision. Qu'est-ce qui fait qu'un texte est un poème? C'est que dans ce texte, si vous changez une virgule, le texte s'effondre. Quand vous lisez L'Idiot de Dostoïevski, c'est extraordinaire, moi je suis fan de Dostoïevski, c'est un roman monde, mais si vous remplacez un mot par un autre, vous lisez toujours le même roman. La preuve, vous le lisez traduit, donc il n'y a pas un mot en commun avec l'auteur initial, et pourtant ça fonctionne encore. On a extrait la quintessence de cette création sublime. En poésie, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas traduire de la poésie. Le traducteur d'un poème, c'est lui-même un poète. Il est en train d'écrire une autre poésie à partir du texte initial. La poésie, c'est cette contrainte terrible de rigueur locale absolue. De ce point de vue, évidemment, le lien avec la science, il est évident. C'est la même chose. Quand vous écrivez un article, vous ne pouvez pas non plus remplacer un signe plus par un signe moins, ça poserait un problème relativement fondamental. Et on peut faire une analogie, vous savez, si on revient à ce qui se passait en Grèce antique encore. Moi, je crois que les véritables prédécesseurs des scientifiques, ce n'est pas les philosophes, ce n'est même pas les sophistes, ce sont les Aèdes. Les Aèdes, c'est le nom qu'on donnait aux poètes de la Grèce ancienne. Parce que les Aèdes étaient, disait-on, les maîtres de la mosaïque. Et l'idée, elle est très claire, on la voit bien, c'est que la mosaïque, on a des petits carreaux de réel comme ça, qui sont donnés. Et on peut les réagencer différemment. C'est exactement ça que fait un scientifique. Il y a un socle commun de connaissances, qui sont un certain nombre de savoirs, d'expériences, de théories, de cadres mathématiques, que l'on peut réagencer. Personne ne fut damné, à l'époque d'Homère, pour avoir prétendu qu'Aphrodite était fille de Zeus, ou comme le proposait Hésiode, qu'elle était fille de Pontos, parce que il y avait, entre tous ces poètes, la connaissance des Naïades, des Néréides, etc., mais il y avait une capacité à infléchir ce socle dans une direction qui pouvait créer du sens. C'est exactement ce que fait un physicien, ou un scientifique en général. On ne peut pas dire n'importe quoi, évidemment. Et pour autant, notre métier, c'est justement de créer un sens nouveau à partir de ce socle commun de connaissances. Donc vous êtes d'accord pour dire que la démarche scientifique et poétique sont proches? Oui, enfin, je crois qu'elles sont plus que proches. Je crois qu'elles sont exactement similaires dans leur fonctionnement, tout en étant évidemment infiniment différentes dans leur modalité. Ça, c'est ça qui est compliqué finalement. C'est qu'il y a des liens entre tout, et pourtant tout est différent. Moi, comme vous le soulignez tout à l'heure, je m'intéresse à la science, je m'intéresse à la philosophie. Et on me dit souvent, mais c'est normal, quand on étudie l'univers primordial, on est forcément philosophe. C'est complètement faux. La plupart de mes collègues cosmologistes, qui sont très doués, peut-être beaucoup plus doués que moi, ne s'intéressent pas du tout à la philosophie. Donc c'est pas vrai de croire que l'un mène nécessairement à l'autre. Parce que justement, ce sont des manières de faire des mondes, comme le
disait le philosophe Goodman, que j'aime beaucoup, on n'est pas seulement dans la découverte, on est dans la création, dans l'invention. Et donc la poésie, la littérature, la musique, la science sont des manières de créer des mondes qui sont différentes. Elles ne se résument pas les unes aux autres, elles ne se traduisent pas les unes aux autres, et pourtant il y a évidemment en commun quelque chose d'un geste qui est à la fois une très grande humilité, parce qu'il commence par un savoir, par un apprentissage, par un retrait, et une très grande arrogance, parce qu'on est toujours un peu un démiurge, et quand on écrit un poème, eh ben, on a quelque chose de Dieu qui explore un monde qui n'existait pas encore, comme quand on invente une théorie. Souvent c'est un Dieu raté, hein, parce que la plupart du temps ça ne fonctionne pas. Mais parfois, un moment de grâce fait que ça fonctionne. Est-ce que vous pourriez, du coup, me donner des exemples de poésie ou de beauté dans l'astrophysique? Ce qui est difficile, ce ne serait pas de trouver des exemples de gestes poétiques dans l'astrophysique, ce serait plutôt l'inverse. Quel geste ne serait pas poétique? Parce que finalement, moi je crois, c'est un peu une boutade, mais vous savez, le grand poète Hölderlin nous enjoignait à habiter poétiquement sur cette terre. Qu'est-ce que ça veut dire, habiter poétiquement sur cette terre? Pour moi, ça veut dire deux choses. Ça veut dire une contrainte de cohérence locale extrême. Ce que nous évoquions. Changer un mot dans un poème, c'est tuer le poème. Moi, comme je vous le disais, quand j'ai récité Le Condamné à mort de Jeunet, qui va faire plus d'une demi-heure l'année dernière sur scène, je me suis trompé de mot à un moment, personne ne s'en est rendu compte, mais pour moi c'était la fin du monde. J'avais détruit le poème, j'ai mis des jours à m'en remettre. Et en même temps, un droit à l'incohérence globale. Parce que qu'est-ce qu'il y a de commun entre un poème de René Char et un poème de Rudebeuf? Rien. Finalement, il n'y a rien en commun. La langue n'est pas la même, la métrique n'est pas la même, le style n'est pas le même, le sujet n'est pas le même. La manière aussi de s'enfermer dans les règles de la grammaire tout en les réinventant, parce que le poète a ce droit presque démiurgique de changer un peu, de jouer un peu avec la règle du jeu. Donc, on a à la fois une extrême cohérence locale et un droit à l'incohérence globale. Et ça encore, c'est quelque chose qu'on retrouve en science. Quand vous travaillez un modèle, un article, une observation astrophysique, vous devez être extrêmement cohérent. Vous ne pouvez pas dire je prends l'étoile qui est là, mais celle qui est à côté, je l'ignore. C'est pas possible. Si elle est dans le champ et qu'elle est pertinente pour votre étude, il faut la garder. Mais en même temps, on sait très bien que la relativité générale, la théorie globale de l'univers, elle est incompatible avec la physique quantique, qui est la théorie de l'infiniment petit. Et donc on est quand même dans cette schizophrénie qui fait que localement tout s'agence, mais globalement, il y a comme ça, je crois, une certaine latitude. Il y a un jeu à l'intérieur du jeu, pourrait-on dire, et je crois que c'est ça qui lui donne sens. Est-ce que vous avez, suite du coup à votre thèse en philosophie, parce que vous avez parlé de philosophie, un certain point de vue sur la beauté qui pourrait justement résulter de votre thèse et en même temps de votre métier d'astrophysicien? Oui, alors effectivement, la question de la beauté est complexe. La poésie, c'est une chose qui n'a, à mon avis, comme l'art en général, rien à voir avec la beauté. La question de la création artistique, elle est avant tout épistémique. Il s'agit de créer un système symbolique qui n'a aucun lien a priori avec la beauté. La question de la beauté, elle est beaucoup plus compliquée parce qu'elle est presque normative. Pour moi, la beauté est un peu dans le champ esthétique ce qu'est la vérité dans le champ épistémique. C'est à la fois un guide précieux, mais c'est aussi un gardien un peu dangereux. Parce que, vous savez, la beauté, quand on la pense chez Platon, chez Kant, chez Hegel, on se rend bien compte qu'en fait, c'est le contraire d'un avis personnel. C'est quelque chose qui doit être partagé par tous. Donc elle a une sorte de velléité comme ça, un peu universelle, un peu englobante, qui est à la fois extraordinaire parce qu'elle restaure du commun, et à la fois un peu inquiétante parce qu'elle veut précisément constituer une sorte de socle sur lequel tout doit s'appuyer. Il y a quelque chose d'une découverte plus que d'une invention en réalité dans le concept de beauté. Donc ça, je dirais qu'effectivement, philosophiquement, c'est très intéressant parce que quand on travaille l'idée de beauté, on se rend compte finalement qu'elle est à la fois la règle du jeu et ce qui est engendré par l'exercice. Et en même temps, on se rend compte qu'il y a comme ça quelque chose d'un peu dangereux parce qu'il y a, pourrait-on dire, une sorte de désir normatif. Et ça, c'est toujours un peu complexe et un peu risqué quand ça s'immisce aussi bien dans le champ de l'art que dans le champ de la science. Il y a beaucoup de... On a interviewé 2-3 étudiants sur leur vision de la beauté et de la poésie, et beaucoup nous ont dit justement que c'était quelque chose de très subjectif, et qu'il y avait justement un lien entre la nature, la beauté,
et que c'était vraiment deux choses très liées finalement. Ça, c'est une vision très kantienne, c'est une vision qui est touchante, mais qui n'est pas tout à fait exacte quand on regarde historiquement ce qu'il en est. Vous savez, Kant, justement, puisque c'est complètement les idées qu'il a défendues, expliquait que la beauté, c'est une finalité sans fin. C'est très clair, la beauté. Pour Kant, c'est quelque chose qui n'est évidemment pas partagé par tous, mais qui devrait l'être. Ça n'a rien à voir avec l'agréable, ça n'a rien à voir avec le divertissant, ça n'a rien à voir avec l'utile. La beauté est quand même quelque chose qui, in fine, devrait être partagé par tous. C'est pas du tout subjectif, le concept de beauté. Pour ça, on peut dire que c'est mignon, on peut dire que ça nous fait plaisir, on peut dire que ça nous apporte une sensation particulière. La beauté, quand on regarde vers l'origine, chez Platon par exemple, c'est très clair que c'est quelque chose qui se dessine en creux, qui est issu de la théorie de la réminiscence, c'est-à-dire de ce moment où les âmes avaient contemplé la vérité absolue. Et on le voit dans la dialectique ascendante du banquet de Platon. À la fin, finalement, la beauté et la vérité sont égales l'une à l'autre. Donc c'est pas du tout subjectif, le concept de beauté. Et il ne faut surtout pas assimiler l'idée de beauté avec la pratique artistique, qui, elle, est encore complètement autre chose, qui a trait essentiellement, je dirais, à une construction symbolique qui fonctionne aussi dans un rapport cognitif au réel et qui n'est pas du tout nécessairement liée à l'idée de beauté. Ça peut être un guide, comme autre chose, parmi d'autres. Est-ce que vous pensez qu'il y a de la beauté dans le quotidien? Est-ce qu'on peut trouver ça intense? Oui, mais la beauté, évidemment, elle n'est pas dans les choses, elle est dans la manière de les faire fonctionner. Alors, c'est un peu plus subtil, je crois, que de dire, suivant le vieil adage, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Bon, ça, bien sûr, c'est une trivialité. Mais au-delà de ça, c'est pas seulement une manière, comme ça, un peu désuète, de se dire, tiens, le ridicule est immense, ou l'infime est immense. C'est une manière de fonctionner, comme dirait Deleuze, en rhizome, c'est-à-dire en créant des liens inévidents, qui fait que oui, je crois que la beauté, elle est en grande partie décisionnelle, mais pas décisionnelle, dirais-je, dans une sorte comme ça de béatitude généralisée, parce qu'il y a de la hideur aussi. Elle est décisionnelle comme une visée, comme une sorte d'asymptote, comme un état vers lequel on ne peut jamais réellement se rendre, mais qui peut constituer un guide. Et effectivement, moi je trouve que notre rôle, qui qu'on soit finalement, pas forcément un chercheur ou un intellectuel, notre rôle, c'est de jouer en permanence avec ces canons de la beauté, c'est-à-dire avec ces règles instituées qui peuvent être intéressantes, mais qui sont toujours un peu ossifiées et qui nous présentent toujours un monde qui est un peu en déliquescence. Alors je ne prétends pas évidemment qu'il faut jeter Caravage, je parle de ça parce que je viens de recevoir un SMS de mon amie Béatrice Dalle qui m'envoie là un tableau de Caravage en me disant « c'est lui mon amour ». Bah oui, bien sûr, c'est son amour, et comment ça pourrait ne pas l'être. Donc bien sûr que ces chefs-d'œuvre, toute l'histoire de l'humanité, il faut continuer de les aduler, parce qu'il y a là quelque chose qui confine au sublime. Mais en même temps, moi j'ai aucun problème avec l'idée qu'on s'autorise tout à titre expérimental, parce qu'une épiphanie de magie peut précisément naître là où on ne l'attendait pas. Et vous avez quelque chose à rajouter sur Pour ma défense? Non, sur tout ce qu'on a évoqué. Oui, moi je voudrais peut-être rajouter que depuis quelques mois, je m'engage beaucoup dans la cause écologique parce que je pense que le monde est en train de mourir et que ce n'est pas tout à fait un détail. On m'a demandé d'écrire un petit texte, j'ai fini par le faire. Et j'ai conclu finalement en disant que si un salut était possible, il viendrait d'un rapport au monde poétique. Poétique, c'est-à-dire à la fois extrêmement rigoureux, ça ne veut pas du tout dire laxiste, c'est l'inverse. Parfois on parle de licence poétique, c'est complètement idiot. Ça n'existe pas la licence poétique. S'il y a bien un lieu où la licence n'est pas possible, c'est précisément la poésie. Donc ça veut dire rigueur extrême, précision extrême, cohérence extrême, et en même temps capacité à explorer, c'est-à-dire à inventer, c'est-à-dire à explorer-inventer ce qui n'avait pas encore été imaginé. Donc finalement la poésie, c'est pas du tout une récréation. C'est pas, vous savez, Ionesco déplorait que l'art devienne une récréation dominicale. Et bien précisément, la poésie, c'est le contraire de ça. C'est souvent douloureux. C'est souvent comme ça une sorte d'incise dans la chair de la langue. Et précisément, je crois que si quelque chose peut aujourd'hui nous sauver, c'est ça. C'est ce rapport au monde là. C'était l'interview d'Aurélien Barraud pour l'association des étudiants du Master Diffusion de la Culture, dans le cadre du Festival du Printemps des Poètes à Grenoble. L'interview est à retrouver dans son intégralité sur nos réseaux sociaux, bien entendu. Quant à Aurélien Barraud, vous pouvez le retrouver sur son blog Cosmogonie ou encore
sur son compte YouTube.